Thierry Frécon, donc vice-président éleveur dans le département de la Loire et vice-président de la coopérative Sicarev Coop, dont Tradival est la principale filiale viande. Donc en quelques mots, je vais présenter Sicarev Coop et puis après je laisserai la parole à Cécile et à Gonzague pour aller plus dans le détail. Donc Sicarev Coop, c'est 8000 éleveurs qui sont regroupés et c'est une coopérative qui est administrée par un conseil d'administration où on retrouve 29 éleveurs. Le conseil d'administration est présidé par Philippe Dumois, qui est agriculteur également dans le département de la Loire. Et on va dire qu'on se regroupe le conseil d'administration 4 à 5 fois par an. Et il y a également un bureau qui se réunit toutes les semaines et pour diriger le groupe avec l'équipe de direction. Donc, aujourd'hui, on est sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais la coopérative s'étend sur une trentaine de départements. Enfin, je ne vais pas trop aller dans le détail parce que je ne veux pas spolier la suite du diaporama, mais c'est un peu plus de 30 départements, on va dire de la Drôme jusqu'aux Ardennes. Et on est présent donc en bovin viande pour les abattoirs, mais également en bovin d'élevage et en ovin. Et après, au niveau de Tradival, comme ça a été dit, sur la partie porcine, on a un co-actionnaire qui s'appelle Sirio, qui est une coopérative d'éleveurs de porcs. Je ne sais pas si je ne vais pas plus loin, je pense, et je laisse la main. Merci. Alors, bonjour à tous, Gonzague Dumoulin, je suis le directeur commercial d'activité produits élaborés de Tradival et Convivial, donc les deux structures qui commercialisent de la viande pour la coopérative Sicarev que Thierry vient de vous présenter. On va pouvoir passer un petit peu rapidement les premières diapos qui reprennent exactement la gouvernance expliquée par Thierry, avec le conseil d'administration et les 29 éleveurs élus par les 8000 adhérents de Sicarev. Donc, on est une coopérative, on aime bien dire, hein, qui va du champ à l'assiette, avec justement des éleveurs réunis qui ont créé la coopérative et qui la dirigent aujourd'hui en nommant la direction et en orientant les décisions stratégiques aussi bien au niveau amont que aval. Donc on a toute la maîtrise de l'aval avec le conseil technique en ferme, la ramasse des bovins, l'acheminement vers les abattoirs, l'activité élevage et l'export aussi bien des petits veaux de 8 jours que des broutards vers l'Italie, la ramasse des bovins laitiers, la ramasse des bovins viande. Un des principes de Sicarev, c'est si l'éleveur le souhaite, qu'il puisse commercialiser toute sa production animale avec Sicarev. Ensuite, donc abattage, découpe, transformation et livraison vers nos clients, distributeurs ou restaurateurs par une partie intégrée. On a les transports TVE appartiennent à Sicarev également et assure déjà tout le transport entre nos différents outils de transformation et puis le transport vers une partie de nos clients. Un aperçu global de l'activité amont. On ne va pas trop rentrer dans les chiffres, mais autour de 90 000 bovins viande par an. Et on verra un peu plus loin la part que représente le bio dans cette activité. Sachant qu'on collecte aussi bien des bovins allaitants que des bovins laitiers bio. Et on est implanté quand même fortement dans le Massif central, en région Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Donc on a une dominante de bovins allaitants, autour de 60%, et après on a du mixte et on a du laitier en moindre mesure, même si on en a quand même pas mal, notamment dans la Loire, avec la coopérative Sodial. L'abattage global de Tradival autour de 216 000 tonnes et 24 000 tonnes de produits élaborés. Et on retrouve sur la partie droite l'implantation des différents outils. Donc les abatteurs principaux sont Roanne avec le siège social,
la Talaudière, le site sur lequel nous sommes, il y a abattoir, outils de découpe et de transformation, et l'abattoir de Migène dans le 89 à côté d'Auxerre. Et ensuite, vous avez les abattoirs de porc, donc La Palisse, dans le 03 à côté de Vichy, et Fleury-les-Aubrais, à côté d'Orléans, dans le 45. Outils de transformation en produits élaborés qui font du produit élaboré bio. Donc, on a Saint-Germain-la-Prade à côté du Puy-en-Velay qui fait du steak haché bio et notamment de la prestation pour des éleveurs bio. C'est une possibilité que vous évoquiez tout à l'heure, mais c'est tout à fait en place chez nous. Ensuite, donc j'ai parlé de Saint-Germain-la-Prade, Creusier-le-Vieux, société conviviale à côté de Vichy, donc une grosse activité bio, historiquement implantée sur le marché du bio donc, depuis 1992, et dont le principal fournisseur, avant d'appartenir au groupe Sicarev, était Sicarev. Donc un lien fort depuis toujours avec Sicarev. Et les autres sites, Parelmonial, Laon, Limoges, sont plutôt des sites destinés à la boucherie traditionnelle, ce qu'on appelle la filière artisan, donc avec assez peu de bio, et puis Bellac pour les abattages d'agneaux, donc en Nouvelle-Aquitaine, où là il y a de l'agneau bio aussi qui est abattu. Voilà pour un aperçu global de l'organisation. Et l'implantation territoriale des outils suit l'implantation géographique des éleveurs. On le verra dans le slide plus tard, mais c'est parti du 42, puis ça s'est élargi sur les départements et régions voisines au fil des années, depuis 1962, par un rapprochement de groupements d'éleveurs qui souhaitaient mutualiser les moyens. Les valeurs fortes chez Tradival Sicarev, donc comme je disais, l'attachement au territoire, on est parti du 42, mais pour s'étendre sur la région et sur les régions voisines, et tout le temps en maintenant les outils de transformation quand on le peut, quand ils sont économiquement rentables, mais aussi tout ce qu'on appelle les centres d'allotement où sont basés les techniciens qui, eux, vont en ferme, vont voir les éleveurs. Et pour un éleveur du 42, ils ont une base dans le 42. Pour un éleveur du 63, ils ont une base dans le 63 ou dans le 03. Chaque fois, le principe est le même, pour garder une proximité territoriale avec les éleveurs et un lien au territoire. Le respect des hommes, évidemment. La recherche perpétuelle de qualité dans tout le process de l'amont vers l'aval. Le bien-être animal, évidemment, mais c'est déjà très réglementé en France. Et puis, comme on l'a dit, les dirigeants de la société, c'est les éleveurs. Donc, on ne connaît pas beaucoup d'éleveurs qui ne soient pas préoccupés par le bien-être animal, sinon l'élevage ne fonctionne pas très longtemps. Et puis, le statut coopératif et participatif, avec encore une gouvernance 100% coopérative, ce qui est au final... dans la filière viande, on n'est pas si nombreux à maîtriser tout de l'amont à l'aval, dans un sens ou dans l'autre. Donc l'élevage, l'abattage, la transformation, et avec un statut 100% coopératif. Tout ça est certifié par une démarche RSE en place depuis plusieurs années et qui fait l'objet d'audits réguliers. Les 4 piliers essentiels, donc l'homme, celui qui travaille avec nous et celui qui consomme nos produits. La nature, celle qui permet notre activité et réclame notre attention. L'animal, dont le bien-être et la santé sont les conditions essentielles de notre succès. Le produit final que l'on vous livre et qui reflète justement notre engagement en qualité à tous les niveaux de la filière. Je ne vais pas rentrer dans chaque point, mais tous nos sites sont certifiés IFS niveau supérieur. Donc les valeurs qu'on vous affiche ici sont aussi contrôlées par des organismes indépendants. Et il y a aussi sur la partie élevage et conseil technique des chartes qui sont respectées par les éleveurs et auditées par les techniciens régulièrement. Tout ça a une réelle réalité, c'est pas que de la communication, c'est audité et vérifié régulièrement de manière à pouvoir
répondent aux différents cahiers des charges, soit officiels comme la bio, le label rouge, soit aux cahiers des charges qu'on met en place avec nos clients. Une filière bio multi-espèces, donc on fait du bœuf, on fait des bovins, des ovins, du porc et des produits élaborés sur ces 3 espèces-là. Le principe de l'accompagnement des exploitations, en fait, c'est on n'a pas un groupement spécifiquement bio dans l'organisation de Tradival. Hein. Le principe de l'équité est valable partout dans la coopérative. Donc, la bio est une des possibilités qu'on propose à nos éleveurs, comme cahier des charges, sur les éleveurs qui veulent s'impliquer, comme on propose d'autres cahiers des charges. Mais donc, ils ont les mêmes services de conseil technique que peut bénéficier un adhérent qui aurait choisi, par exemple, un cahier des charges label rouge, mais avec des techniciens qui sont formés justement sur la thématique de l'agriculture biologique. On facilite et on accompagne les reconversions. Toute la démarche qui arrive derrière par Tradival, c'est justement de valoriser les productions en général de la coopérative et notamment les productions bio. Et évidemment garantir une traçabilité sans faille du champ à l'assiette, comme on le disait en début de présentation. Et dernier point sur lequel je vais insister un peu plus, parce que le bio a quand même subi quelques vagues, vous l'avez précisé dans les présentations justement précédentes, et on a toujours essayé de se tenir à l'écart de ces vagues et de ces mouvements, parce que quand vous engagez, vous dites à un éleveur que vous allez l'accompagner dans sa transition vers l'agriculture biologique, c'est pas pour le faire pendant les 3 ans de la conversion, puis les 3 ans d'après, puis après dire non, tiens, les vaches, j'en veux plus, je vais les déclasser en conventionnel. Donc ça n'a jamais été le cas dans le groupe Sicarev. On a toujours assumé de payer les bovins dans le cahier des charges pour lequel ils ont été produits. On ne s'est pas trop éparpillé, voilà, utiliser ce mot-là dans les débouchés. Donc, on a du magasin spécialisé, on a de la restauration collective, des gens avec qui on travaille depuis longtemps, dont certains dans la salle ou dans la visio, et on les remercie pour leur fidélité. Mais ce point-là, la mode du bio en 2017-2018, où tout le monde en voulait, il fallait en mettre partout, on s'en est quand même tenu assez loin pour ne pas, et ce qui nous a permis d'éviter les contre-coups quand il y a eu l'inflation et un retour de manivelle avec des gens qui sortaient des rayons aussi vite qu'ils les avaient mis. Et là, on a vu des bovins bio arriver d'autres régions, chercher des débouchés chez nous. Donc, ce qu'on a pu prendre, on l'a pris et on l'a repoussé en restauration collective. Mais on insiste vraiment sur ce point-là que pour travailler dans la filière bio, il faut vraiment qu'il y ait des engagements d'un bout à l'autre. Quand on commence, c'est pour travailler longtemps ensemble. On ne peut pas travailler de manière opportuniste et risquer de manquer de débouchés pour les éleveurs qu'on a incités à s'engager dans cette filière. Donc voilà la carte d'implantation des éleveurs de la coopérative et des différents centres d'allottement qui sont les points blancs, donc avec une volonté de maintenir un maillage territorial important. Sicarev engagé dans le bio depuis 1999, un peu plus de 500 éleveurs bio, 6000 animaux abattus l'an dernier, et une part de marché estimée sur la viande bio à 8,5%. Et voilà, surtout ce que je disais, un engagement, donc Sicarev depuis 99, Convivial depuis 92, régulier, pérenne, et une volonté justement de ne pas banaliser les produits d'agriculture biologique quand on sait tout ce qu'il y a avant pour produire les bovins dans cette filière-là. Ensuite, je te passerai la parole, Cécile. On a la partie... comment ? Tu peux dire, c'est juste la présentation. Okay. On a une filière porc bio également, donc 45 éleveurs avec notre groupement associé qui est Sirio,
Donc Syrio, siège social à Montluçon, hein, donc coopérative régionale, coopérative du Massif central, partenaire de Tradival sur les filières SICO et les filières conventionnelles. Principe général des exploitations à dimension familiale ancrées sur le territoire. C'est également vrai pour notre filière conventionnelle, je tiens de le dire aussi, on est une densité d'élevage qui est beaucoup plus faible que dans l'ouest de la France. Alors évidemment, sur la filière bio, c'est imposé par les cahiers des charges, mais on a aussi un petit peu ça sur notre filière conventionnelle. Une alimentation à base de céréales, protéagineux, tourteaux 100% bio, produite à la ferme pour partie et en complément à un approvisionnement auprès des producteurs d'aliments bio français et à peu près 8000 porcs abattus en 2024. Et ensuite, la filière agneau bio, donc un peu plus récente, depuis 2004, une trentaine d'éleveurs et 5000 bovins abattus. Et on estime la part de marché du groupe sur cette activité-là autour de 5%. À chaque fois, sur les espèces, vous avez une ou deux illustrations des gammes que l'on propose, mais on va proposer du produit élaboré frais via la société Tradival. Donc on va retrouver les sautés, et les rôtis, tout ce que vous consommez en restauration collective. Et puis sur le bœuf, on a aussi une partie steak haché, alors sur lequel égrené, boulettes, enfin viande hachée en général. Ça mérite de s'y attarder un peu parce que j'ai vu des présentations faites par Interbev. Un des clés de l'équilibre, alors c'est de plus en plus vrai dans la filière viande en général, hein, mais le bio sans le steak haché, si on n'avait pas le steak haché et si on n'avait pas eu le steak haché, on n'aurait pas une filière bio comme on a aujourd'hui. On a à peu près 80% de la carcasse qui part en viande hachée, en transformation. Certaines fois avec des incompréhensions des éleveurs de cette manière de procéder, mais pour autant des débouchés sur les arrières bio, on les a toujours pas trouvés et je ne sais pas si on les trouvera un jour. Il y a très peu de boucheries traditionnelles engagées dans le bio et dans les rayons grande surface, vous en trouvez assez peu. Donc il est clair que l'équilibre de la carcasse se fait par la viande hachée ou par les sautés et par la valorisation en restauration collective notamment pour faire vivre cette filière. Voilà un peu bon, on va retrouver sur la partie porc, évidemment, des gammes un peu plus larges, de la saucisserie, ce qu'on va retrouver sur une gamme classique. Le porc se prétend mieux à la transformation. Et puis en agneau, également une offre sur les basiques de la restauration collective. Voilà un peu ce qu'on peut proposer. On a quand même constaté, comme il était dit avant, que la loi Egalim et la loi Climat et Résilience avaient apporté un surcroît d'activité sur la restauration collective, donc on ne peut que s'en féliciter, avec aussi des restaurants, je veux dire, la fonction publique d'État avec de la consommation adulte, donc avec des portions aussi plus importantes. Donc l'impact réglementaire a joué en faveur de la filière bio et on souhaite surtout que ça reste un cadre stable parce que, comme on disait dans la filière bio, ce qu'on craint, c'est encore plus que dans les autres, c'est l'instabilité. Donc il ne faudrait pas que ça reparte en arrière parce que pour le coup, ça nous fermerait une partie des débouchés. Et après, au niveau de la disponibilité, parce que on subit dans la filière bio les mêmes phénomènes que l'on subit dans le conventionnel. Hein. Donc, de l'impact FCO, on en a eu, de l'impact MHE, on en a eu. Donc, globalement, il manque de bovins actuellement. On vit la même chose aussi sur la filière bio. Donc, on fait ce qu'on peut pour structurer la filière, mais dire qu'il n'y a pas de tension cette année, il y a de la tension dans le bio comme il y a de la tension dans le reste du bœuf. C'est un point que je voulais aussi souligner dans cette présentation. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur notre façon de voir le bio et notre façon de proposer le bio chez Sikarev Tradival. Du coup,
Oui. Non, mais merci beaucoup. Et puis, place aux questions. Avant que Myriam, on a le temps de répondre à des questions. Donc, Alors, du coup, il y a plusieurs questions. Alors, est-ce que vous avez des exemples d'actions en lien avec des PAT ou concrètement, un exemple concret peut-être d'action avec un acteur de la collectivité, d'une collectivité territoriale, par exemple? Bon, sur le bio, comme exemple concret et structurant et plutôt administration d'État, c'est-à-dire que l'armée est un acteur impliqué. Après, les Crous, je ne sais pas ce que c'est comme collectivité, mais pareil, ils sont des acteurs impliqués depuis un peu plus récemment, mais avec des volumétries. Voilà. Après, des PAT, oui, évidemment, on travaille avec tous les PAT de la zone où nous sommes implantés, mais on n'a pas d'exemple 100% bio. On va dire qu'on fait des services de bio de manière occasionnelle, mais je ne pourrais pas vous dire une collectivité qui serait passée à 100% sur le bio comme c'est fait en fait. Les écoles de Paris. Ouais. Ah, vous êtes un peu loin, on n'entend peut-être pas là. Après, sur la région parisienne, il y a aussi une activité, une demande plus forte et plus régulière et plus historique sur la viande bio. Sur la ville de Paris, notamment, qui est la région parisienne, mais c'est oui, les différentes caisses de la ville de Paris. Et du coup, c'est concrètement, ils travaillent directement avec vous, vous passez, comment ça se passe? C'est bien distributeur. D'accord. Alors, j'avais une question sur y a-t-il des différences de prix quelle est la différence de prix actuellement entre bio et non bio sur un bœuf, par exemple? On va laisser Interbev répondre, ils ont la donnée. Je ne parle pas de prix. On a eu cette discussion à la journée de viande bio. Alors, j'hésite entre les deux. Je crois que c'était de l'ordre de. Alors, je ne sais pas, 10%, il me semble. Non, c'était 17 centimes. J'ai plus les chiffres en tête. Ouais. C'était les chiffres en tête. Mais du coup, on ne peut pas parler de prix. Mais ça ne répond pas à la question, donc effectivement, il faudra que tu répondes à vos collègues. C'est quelqu'un de Bio63 qui posait la question. Alors, il y avait une autre question. Étant donné que l'équilibre matière se fait beaucoup par la viande hachée, surtout en bio, quelqu'un autour de la table, Sicarev, mais autre personne, accompagne. Ah oui, comment se fait l'accompagnement des éleveurs pour qu'ils produisent des animaux adaptés, par exemple, des animaux peu chers à produire, base d'herbe, ou croisement, enfin voilà, comment vous accompagnez aussi pour peut-être au niveau de la production que les produits permettent de répondre peut-être aux spécificités du marché bio, carcasses peut-être plus petites, des animaux plus à l'herbe, je ne sais pas. Ça, sur le conseil en élevage que fait Sicarev, et puis Cyril complétera ou modifiera, nos techniciens, ils dispensent des conseils pour justement l'exploitation de l'herbe, le pâturage tournant, faire des semis de couverts végétaux, de dérobés quand c'est possible, faire du métail, les cultures résistantes à la sécheresse. Toutes les équipes techniques de Sicarev dispensent cela aux éleveurs bio de Sicarev, mais aussi aux éleveurs conventionnels. Alors, évidemment, ils l'adaptent à la problématique du bio, mais c'est quelque chose qu'on dispense aux éleveurs adhérents s'ils le souhaitent. Avec quel objectif? Diminuer la taille des animaux, peut-être? Diminuer les coûts de production? Alors, pour le coup, diminuer la taille des animaux, ça ne fait pas forcément baisser le coût de production. Donc, sur la coopérative, on a des groupes qui travaillent sur les coûts de production. Il y a des techniciens qui récupèrent les données comptables de chaque élevage et on travaille dessus, on se compare et on voit qu'on a le levier baisse de poids pour diminuer le coût de production, ça ne fonctionne pas. Voilà. Conduite à l'herbe, on voit qu'il y a des gens qui sont 100% herbe, qui s'en sortent avec des coûts de production intéressants, d'autres qui ne maîtrisent pas assez parce que la technique est encore plus pointue d'alimenter les animaux 100% à l'herbe que de le faire en alimentation mixte. Donc, on est là pour aiguiller un peu nos adhérents dans ce qui fonctionne, mais de là à dire, on explore aussi également, comme l'a dit Gonzague, on est dans une période où on manque de bovins, donc on
mettre en place des animaux issus du cheptel laitier qui pourraient être exportés, qu'on garde plutôt en France ou en région pour faire de la viande bio et de la viande pour les collectivités. Tout ça est exploré. Après, sur les coûts de production, difficile de faire baisser les coûts de production, clairement. C'est compliqué. Hein. Et sans doute, en bio, encore un peu plus qu'en conventionnel. Une autre question. Après, la question porte un peu plus sur le croisement. Donc, de manière générale, et depuis plus longtemps, les éleveurs utilisent le croisement en bio un peu plus qu'en conventionnel. Spécifiquement sur les races précoces, la question est détaillée là. Je pense pas qu'on ait vraiment d'exemple là-dessus en bio, en race plus précoce. Enfin, pas à ma connaissance, je sais pas si ça tu On a des éleveurs qui font des croisements sur les races précoces, mais qui ne sont pas spécialement en agriculture biologique. Bien. Je reparle des prix parce que c'est un gros enjeu quand même. Je me demandais comment ils sont fixés, les prix, comment ça fonctionne pour la valeur d'achat aux producteurs. Vous allez avoir la réponse directement par un éleveur. Voilà, c'est ça. Et puis, est-ce qu'en futur, vous arrivez à avoir de la visibilité sur l'évolution de ces prix? Est-ce que pour ceux qui étaient en ligne, est-ce que vous avez entendu la question? Enfin, en tout cas, il y avait une question. Comment étaient construits les prix d'achat auprès des éleveurs, c'est ça? Oui. Et du coup, quelle visibilité sur ces prix? Voilà. Donc le prix, il y a une grille de cotation qui est élaborée toutes les semaines. Et les éleveurs de la coopérative ont accès sur le site internet de la coopérative, ont accès à la grille. Donc c'est totalement transparent. Et après, la grille, elle est construite par rapport au marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'approvisionnement de Tradival, c'est 65% la coopérative Sicaref Coop et c'est 35% pardon, les extérieurs, donc des coopératives, mais aussi des gens du privé. Et cette grille-là, qui est, on va dire, l'ADN de la commercialisation des animaux à Tradival, elle fonctionne aussi bien pour les adhérents que pour les apporteurs extérieurs. Et du coup, elle sert de baromètre. Quoi. Donc, le jour où les apporteurs extérieurs peinent à mettre des animaux à Tradival, c'est que la grille est plus en face. Quoi. Donc, on a une grille qui est très connectée au marché. Voilà. Mais on n'a pas l'ambition, enfin, on n'a pas la prétention de dire que, alors on est dans des cours plus favorables aujourd'hui, qui couvrent les coûts de production. 2 ans en arrière, ce n'était pas le cas. On a du mal à, malgré tout, il y a un prix de marché. Quoi, hein. Il y a un coût de production, mais en face, il y a un prix de marché. Par rapport à la visibilité, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de plus grand monde veut se prononcer, parce que vous nous auriez posé la question en novembre 2024, on vous aurait répondu complètement à côté, vu ce qui s'est passé sur toute l'année, parce que l'impact FCO, savoir qu'il y allait avoir je ne sais plus combien de milliers de naissances en moins, ou de veaux pas viables, ou ainsi de suite, personne ne pouvait le savoir. Quelle sera la campagne de vélage? Je ne sais pas si on a des premières données ou pas. Et après, par rapport au prix lui-même de la viande bio, ce que je disais tout à l'heure, hein, le fait qu'une grosse partie de la valorisation de la carcasse se fait par le hachet ou par les produits type sauté avant, fait que ces produits-là doivent porter la carcasse, donc ils sont plus chers. Ils sont plus chers qu'en conventionnel, ça c'est sûr. Plus cher parce que le coût de production est déjà plus élevé en bio. Et puis, parce que la valorisation fait que elle doit venir du haché ou du sauté. Et les estimations justement de l'impact des maladies vectorielles sur la campagne de naissance, de 2024 à 2025, c'est estimé à moins 200 000 euros sur toute une année. Donc forcément, ça a un impact sur le renouvellement du cheptel et derrière la disponibilité en animaux sur nos territoires. C'est 200 000 naissances de moins sur le cheptel de 6,7 millions de vaches. D'autres questions? Si justement, je voulais revenir sur les actions que vous avez engagées avec les armées et plutôt les structures
d'État. Est-ce que vous avez contractualisé du coup, ou est-ce que du coup le fait que vous passiez par un grossiste, n'est pas spécialement à l'abri des fluctuations du marché? Malheureusement, ça reste l'État ou les collectivités publiques continuent d'acheter par marché public. Hein. Donc on a l'espace-temps, c'est le marché public. Et au bout de 3 ans, il est remis en cause. Donc, il peut y avoir un trou à ce moment-là. Mais on trouve que le risque est plus gérable que l'effet de mode sur le bio en distribution qu'on avait vu apparaître, des gens qui nous ont pas acheté de bio pendant 20 ans, un jour à l'autre, qui voulaient du bio, et puis 4 ans après, ils en voulaient plus. Ça reste un spot, mais ça reste même sur la période. Oui, malheureusement, des clients qui veulent s'engager sur des cycles aussi longs que ceux de la production animale, on n'en trouve pas beaucoup. Donc, d'où le rôle de Tradival et de Scaref de faire l'entre les deux. C'est pas toujours simple, mais c'est notre métier quand même. Alors du coup, il y a une question. Je ne sais pas qui peut répondre, mais nous souhaitons développer la viande psycho et locale dans les collèges de l'Allier. Qui devrions-nous contacter? Madame Charelle, présente ici. Après, oui, au niveau de l'offre bio, je pense qu'il faut que vous pensez pas plus fort. On a une offre bio, bien sûr. Après, le bio et le local, compte tenu de la conjoncture et de la disponibilité matière qu'on a actuellement, ça reste relativement compliqué de pouvoir s'engager sur des volumes alliant à la fois le côté bio et le côté local. C'est étudié, mais après, voilà, ça important de beaucoup de paramètres. Et du coup, vous pouvez compléter ce que je précise aussi, parce que c'est aussi un des principes forts auxquels on tient chez Scaref depuis longtemps. Certaines fois, on a été mal compris, certaines fois, on a été mal vu à cause de ça, mais on n'a jamais voulu prendre l'engagement au-delà de bio-BBF, parce que malgré tout ce qu'on peut, notre implantation géographique, nos techniciens, nos planifications, il y a des semaines, et si vous êtes engagé à faire du bio du 42, et puis qu'il n'y en a pas qui sort, vous lui mettez quoi à votre client? Si cette semaine-là, il faut qu'on prenne du bio du 89, ça sera du bio du 89. Ça restera des éleveurs Scaref, ça restera l'engagement coopératif, mais on n'ira pas dans les démarches de régionalisation sur le bio, parce que pour faire du bio depuis plus de 20 ans, on se rend compte que malgré tout ce qu'on peut mettre en place, on a des irrégularités dans la production, parce que les éleveurs sont plus sensibles aux phénomènes climatiques, ils ont moins d'outils que les éleveurs conventionnels pour lisser les pics de production. Donc on fait du bio français, on fait selon le mode d'organisation de la coopérative. C'est bien du bio qui vient de nos éleveurs, mais on ne s'engage pas sur une régionalisation de l'offre de la viande. C'est bien un des points forts du groupe quand même, c'est aussi que les zones se complètent, qu'on n'a pas tous la même période de production. La production, elle ne sort pas dans les élevages de la Loire au même moment que dans les élevages des Ardennes, par exemple, parce que les éleveurs s'adaptent au changement climatique. Il y a des périodes plus propices pour sortir les bovins, pour finir les bovins, et ce n'est pas la même période de finition d'une zone à l'autre. Donc c'est vrai qu'on a aussi cet avantage-là, et que du coup on privilégie de faire que les zones se complémentent plutôt qu'elles se concurrencent. Tout à fait. Du coup, est-ce que ça a répondu à votre question? Est-ce que vous avez bien entendu les échanges dans la salle aussi, de manière générale? Vous pouvez réagir en levant des pouces. Voilà. En partie. Ah, pas toutes les réponses étaient audibles. C'est pour ça qu'il faut mieux parler plus fort. Je suis désolée. Donc, du coup, pour… Après, le cas spécifique pour l'Allier, on donnera les coordonnées de ces sites et on pourra faire un rendez-vous pour… voilà, on fera le lien. Et donc, une autre question qui était, les filières locales vont-elles pouvoir faire face à la demande croissante de viande bovine locale en RHD? Et en plus, question complémentaire, faut-il prévoir une augmentation tarifaire comme cela a été constaté depuis 1 an? Et la dame veut bien les contacts. La demande croissante en viande bovine locale en RHD, je pense qu'on a quand même la chance d'être des régions avec un fort potentiel de production. Donc, le bio, on ne le régionalise pas. Après, il y a des produits qu'on régionalise un peu plus sur du conventionnel. Donc, je ne pense pas qu'on
La question viendrait d'une ville dans le sud-est ou d'une ville d'une grosse agglomération. La viande locale, c'est évidemment impossible à trouver. Chez nous, dans nos régions, on arrive quand même à la proposer. Et les augmentations tarifaires, nous, on pense qu'on n'est pas complètement en haut de la courbe, notamment vu le prix des animaux que l'on met en engraissement aujourd'hui, des coûts de production qui ne baissent pas. On va plutôt avoir des animaux qui, au minimum, auront le même prix ou continueront d'augmenter sur 2026. C'est comme ça qu'on voit les choses. En complément, je ne suis pas spécialiste, on avait fait dans l'étude du projet proverbial, on avait fait une étude où on disait est-ce que si, pour trouver le projet proverbial porté sur une alternative au broutard, à une époque où le broutard n'était pas forcément, le marché du broutard n'était pas forcément aussi intéressant. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas de marché du broutard en bio, parce que le cahier des charges ne permet pas derrière la finition du broutard en allottement, comme ça se fait pour le conventionnel. Et donc, du coup, il y avait toute une question de qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes mâles. Et donc, du coup, on avait travaillé dans un projet. Et si il y a beaucoup de broutards produits en bio qui vont quand même en conventionnel, même avant que ce soit aussi attractif qu'actuellement en termes de prix. Et donc, dans les projets proverbiales, on avait fait l'étude si on rapatriait, entre guillemets, si tous les broutards produits sur la région Auvergne-Rhône-Alpes étaient vendus, notamment pour la restauration collective, on arrivait largement à fournir assez de viande pour répondre aux besoins. Mais du coup, ça ramène à la deuxième question, c'est-à-dire que pour que ça soit intéressant, il fallait que ça soit pour l'agriculteur, que ce soit aussi intéressant que de faire que ce soit vendu pour la Restauco. Et vu le prix du broutard actuellement, effectivement, en termes de prix, ça devient… Bon, laisser répondre le point de vue d'un éleveur et de ses confrères. Ça, c'est des arbitrages. Nous, la coopérative, on peut inciter, mais ça reste des exploitants indépendants et savoir s'ils vont le faire en broutard ou en bœuf, c'est quand même leur décision à eux, quoi. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin, on a du mal déjà à inciter les gens à garder leur mâle en conventionnel. Donc, c'est encore plus vrai en bio. En bio, c'est même les gens ne gardent pas leurs animaux, clairement. Parce qu'il y a un marché du maigre qui est plus compétitif et qui couvre plus facilement les charges que ce que vous proposez la viande finie en bio. C'est le marché là qui explique le phénomène que les animaux s'en vont avant d'être engraissés sur la région, clairement. Puis ça fait un apport de trésorerie au bout de 8 mois, tandis que si vous l'engraissez, un bœuf bio, c'est parti pour 36 mois, quoi. Est-ce que c'est la même chose avec les autres cipeaux, label rouge aussi? C'est aussi compliqué d'avoir des animaux mal finis? En label rouge, à ma connaissance, les jeunes bovins, le label rouge est plutôt sur la voie femelle, sur les anis et les vaches. Les jeunes bovins, c'est plutôt une viande qui se mange, qui est exportée. Donc, en fait, les éleveurs label rouge ont un peu le même raisonnement que les éleveurs bio. Les mâles, ils les font partir à 8 mois, puis ils engraissent les femelles. C'est juste qu'on a plus de disponibilité en viande label rouge parce qu'on a plus d'éleveurs. C'est aussi femelle. Il y a bien quelques éleveurs qui engraissent normal, mais c'est pas la majorité. Souvent, c'est une production que la coopérative contractualise avec l'éleveur. Et on a plus de visibilité, pardon. Et ça c'est un peu dommage, mais des fois, parce que les clients sont majoritairement étrangers et ils s'engagent plus sur des volumes et sur la durée. C'est ce qu'on peine aujourd'hui, des fois, sur le marché français, sur la voie ferroviaire. On va s'arrêter là. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation pour les personnes qui étaient présentes via Teams. Et puis, on va pouvoir continuer notre visite sur le site de Tradival. Et très bientôt, pour ceux qui étaient présents parmi nous en distanciel, notamment pour la suite du projet R3CBE, il y aura d'autres événements. Et donc, du coup, vous en serez informés. Merci pour votre participation.